Bonjour, alors je suis avec quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Ève et à son salon de coiffure. Et il y a 5 ans, je lui ai vendu un appartement avec sa maman. Donc je suis venu de Nanterre à Sèvres pour lui poser des questions sur cette vente et si elle garde un bon souvenir de mon travail pour sa maman et pour vous. Alors, Ève, vous vous souvenez de comment vous m'avez contacté la première fois de la première fois? Alors la première fois, en fait, c'est suite au conseil d'un ami qui s'appelle Thomas, hein, il est toujours vivant, donc Ouais, Thomas Bélanger, oui. oui, qui m'a dit écoute, s'il y a une personne qui peut t'aider là sur ce coup-là, c'est Christophe, tu l'appelles de ma part. Et donc j'ai appelé et je suis tombée sur Net Décision sur votre agence. D'accord. Donc il y a eu la première étape, le contact, j'ai fait une estimation du bien avec vous. Et ensuite, c'est quoi qui a déclenché que vous décidiez de prendre moi plutôt qu'une autre agence? Parce que je pense que vous avez dû contacter plusieurs agences. En fait, comme je suis coiffeuse, j'avais demandé rapidement à mes clients comment ils faisaient. Et on m'avait dit surtout, Ève, de ne pas prendre trop d'agences, que le bien ne soit pas placé dans trop d'agences, mais d'avoir confiance dans la personne à qui j'allais laisser l'agence. Pardon, pas l'agence, le bien. Donc il y avait une agence en face avec 2 petits jeunes, assez loups, hein, mais je me suis dit, bon, il faut des loups aussi, oui, hein, pour vendre mon bien. D'accord. Et donc je les ai pris, mais je leur ai rien signé comme exclusivité. Je vous ai parlé d'eux. Oui. Et vous m'avez dit c'est pas un problème. Donc juste vous m'avez demandé de vous laisser 1 mois. D'accord. Et comme je sentais bien, la rencontre s'était bien passée, j'ai prévenu les 2 petits jeunes que je vous laissais 1 mois. D'accord. Alors pour remémorer, c'était un 3 pièces avec un jardin. Un grand jardin. Voilà. Et le bien était rue des Suisses. Oui. Et donc ensuite j'ai trouvé un acquéreur, on est bien d'accord. Et là. Au bout de la 2e visite, je crois. Ouais, où c'était un acquéreur que je connaissais depuis longtemps et qui venait de divorcer. Ouais. Et qui cherchait un bien pour lui et ses 2 filles. Parce que de mémoire, moi je ne me rappelle pas de grand chose de ce moment-là, techniquement, mais je me rappelle que quand vous êtes venu, vous m'avez dit j'ai 2-3 personnes en tête. D'accord. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà du potentiel derrière, mais bon, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, ouais. Hein, il y a parfois. Il faut enclencher. Donc là, on a eu la chance d'avoir un acquéreur très correct. Et après, on a fait une petite négociation. Toute petite, hein, je me souviens, et puis on a fait un compromis de vente à l'agence. Oui. Donc tout allait très bien jusque-là, et puis l'affaire s'est un peu compliquée. Alors qu'est-ce qui s'est compliqué? C'était qu'il y avait un juge des tutelles. En fait, elle était compliquée dès le départ, l'affaire. Ouais. Moi, je l'avais bien expliqué, c'est que je ne pouvais pas vendre sans l'accord du juge des tutelles. Donc je ne sais plus si on l'avait dit à l'acquéreur ou pas. On l'avait prévenu, mais tout était en ordre. Oui, tout était en ordre. De toute façon, il me fallait juste l'accord. Moi, je savais que je l'aurais. Ce que je ne savais pas, comme c'était une première vente, c'est dans combien de temps j'allais avoir l'accord du juge des tutelles. Ouais. Donc, c'était un peu... ça faisait peur, hein, en réalité. Et moi, je n'avais pas peur du tout, parce que moi, quand j'ai une affaire, en fait, dans mon fort intérieur, c'est de réussir et d'aller au bout de la mission. Mais après, moi, j'ai découvert qu'en fait, il fallait aussi l'accord du beau-père oui. pour contresigner l'accord définitif au cas où. En fait, ce qui était compliqué, c'est que c'était l'appartement de ma maman, oui. Mais qu'elle vivait avec mon beau-père dedans. Oui. Que moi, j'avais pris chez moi ma maman parce qu'elle était très souffrante, elle ne possédait plus toute sa tête, mais que mon beau-père vivait encore dans les lieux. Donc j'ai fait une procédure d'expulsion de mon beau-père parce que j'étais obligée. Donc tout était très dur, très compliqué. Ma mère était très malade, donc je l'avais chez moi. Donc j'avais vraiment la tête pas prête à avoir plein de masses d'informations comme ça. Parce que quand on récupère une personne malade chez soi, il y a tous ses papiers à prendre. Donc j'ai vidé son appartement. Voilà, et tout ça avec mon beau-père dedans. Donc quand il a fallu vendre, il y avait toujours mon beau-père dedans qui n'était encore pas... expulsé de mémoire. Oui, et c'était l'histoire, c'était que le notaire à un moment donné nous a dit
il faudrait l'accord du beau-père pour avoir la certitude de signer l'acte authentique. Et là, catastrophe, comment on peut faire et je me souviens que j'avais écrit qu'il y avait plusieurs solutions. À chaque fois que j'appelais avec une mauvaise nouvelle, vous me disiez non, on va trouver une solution. Ouais, ça c'était bien pour vous, ça vous a rassuré. Ah non, mais moi, je pense que je serais décédée. Waouh. Ah non, non, parce que je rigole aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais une mère dans un fauteuil roulant qui sortait d'hôpital psychiatrique, avec un beau-père qui vivait chez elle, un bien à vendre. C'était la première fois de ma vie que je vendais un bien. Oui. Donc autant dire que j'étais pas super à l'aise avec tout ce qui se passait. Et en plus, du coup, c'était mon beau-père qui avait écrit au procureur de la République comme quoi je dilapidais les biens de ma mère. Wow. Donc en plus, j'étais convoquée au commissariat, alors que moi, je voulais que du bien à ma mère. C'était qu'elle retrouve un endroit bien pour vivre, qu'on vende ce logement qui était trop loin de chez moi et qu'on lui en rachète un plus petit proche de chez moi. Donc moi, j'avais une idée en tête et donc j'avais vous qui apprenez à chaque fois tous mes hauts et mes bas et qui trouviez des solutions à chaque fois. Oui, parce que je me souviens qu'on était presque dans le noir absolu quand on nous a dit que le beau-père, etc., etc. Et surtout qu'on avait l'acquéreur qui, lui, voulait rentrer dans les lieux. Dans les lieux, puisque lui, il venait de vendre, et c'était un divorce, et il devait reloger ses 2 filles. Donc j'avais trouvé une autre solution, j'avais dit une jouissance différée, ça veut dire qu'il pouvait rentrer dans les lieux avant l'acte authentique, moyennant de vous payer un loyer. Et en même temps, j'avais trouvé la deuxième solution, c'était d'aller voir votre beau-père, dit le méchant, puisqu'il bloquait la vente, et le notaire qui était zigzag, et qui lui regardait que les papiers écrits. Alors j'ai dit non, moi j'y vais, je fonce. Et puis à la fin, miracle, tout s'est bien déroulé. Tout s'est déroulé, c'est-à-dire que bon, il a quitté les lieux, donc on a pu vider l'appartement, on a pu le refaire, parce que j'ai refait faire intégralement l'appartement de ma mère, enfin les peintures et tout ça. Et puis donc j'ai dit ok, après avoir bien réfléchi, parce que ça faisait peur de louer pour ensuite vendre, là aussi. Mais comme on attendait l'accord du juge des tutelles, il fallait bien prendre une décision, sinon je ne l'aurais jamais vendu cet appartement. Donc je vous ai fait confiance, j'ai loué l'appartement au futur acquéreur en étant comme ça. Je me disais, mon Dieu, s'il reste dedans qu'il ne me paye pas, c'est foutu. Non, là, en fait, c'est très difficile pour vous. Moi, je suis l'intermédiaire. En fait, je ressens ce que ressent l'acquéreur et ce que vous. Donc, je suis le traducteur. Oui, moi, je me suis sentie accompagnée. Et donc, c'était pour vous dire que, bon, il y a toujours un risque. On a fait une convention d'anticipation et tout, sans le dire trop au notaire, mais en l'imposant au notaire qui, lui, était contraint d'accepter. On a fait tout sur le fil. Et ça a abouti, c'était au mois de décembre, je me souviens, c'était au mois de décembre. Et à l'époque, moi j'avais un petit Nokia, vous vous souvenez? C'était en 2019, je crois. 2017. 2017, ah oui, 2017. 6210. Et ce Nokia, je répondais qu'avec les SMS et j'étais. Et vous disiez. Des longs messages, je me disais, il est fou. Parce qu'en plus, il prend le temps de répondre avec A, B, C, D. A, B, C, D. C'était. Non, mais. Voilà. Et donc maintenant, je vous filme, c'est moi qui vous filme. Je suis contente, avec un super iPhone 11. Et je me suis complètement digitalisé. Et puis voilà. Alors je voulais savoir que vous, après, avec cet argent, vous deviez racheter un bien. Oui, donc parce que c'était un argent qui était donc sous contrôle du juge des tutelles toujours, donc sur un compte en démembrement. Alors il faut savoir que même les banquiers ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on parle d'un compte en démembrement, c'était ultra lourd en fait. Donc j'ai racheté dans les mêmes conditions que ce que j'ai vendu. C'est-à-dire j'avais un peu de bien dans un peu de patrimoine dans ce bien. J'ai choisi de laisser à l'identique et de racheter à l'identique. Pour mettre un locataire, pour louer. Oui, j'ai racheté et finalement, comme l'état de ma mère s'est dégradé, elle est entrée en maison de retraite, en EHPAD. Et donc j'ai décidé de racheter pour avoir un revenu mensuel qui m'aide
Et sous l'accord du juge de tutelle? Toujours vendre sous l'accord, acheter sous l'accord. C'était compliqué pareil. Et donc à l'instant T, le bien appartient à votre maman ou à vous? En fait, je lui laisse elle est usufruitière. Oui. Voilà, et moi je suis propriétaire. Nue propriété pour moitié. Et alors tous ces termes que j'utilise aujourd'hui en nue propriété sans vous et sans notaire et sans en reparler 1000 fois, je ne comprenais rien à ce qui était écrit. Alors, après toute cette expérience, est-ce que vous conseillerez Christophe à Nanterre pour vendre un bien? Mais moi, je suis tellement navrée que Christophe ne soit pas ailleurs qu'à Nanterre. Wow, parce que je peux vous dire que j'ai quelques agents immobiliers qui tournent quand je les coiffe, qui me laissent leur carte. Et dans ma tête, je me dis, mais moi, si je pouvais, je donnerais la carte de Christophe tout le temps. Ouais. Et d'ailleurs, après, quand j'ai racheté, je vous ai rappelé. Ouais, parce que j'étais encore dans des... Vous étiez en compétition avec deux agences qui avaient le même bien. Ouais. Et c'était une bataille parce qu'il y en a qui vous disaient quelque chose, d'autres qui vous disaient autre chose. On m'a fait signer des papiers. Et je disais, Christophe, là, je viens de signer un papier, je m'en vais en voyage. Parce qu'on m'avait fait signer un papier la veille de décoller. Ouais. Ah oui, c'était toute une histoire. D'ailleurs, je me suis rétractée sur le premier bien. Parce que vous m'aviez dit de regarder, d'aller... aussi, un client m'avait dit aussi d'aller au cadastre. C'était un salut pour il y avait des travaux, 2 ans de travaux à forte nuisance sonore. Donc je me suis rétractée et j'en ai acheté un autre après. Donc acheter, vendre, pour moi c'est vraiment un métier, quoi. Si on n'est pas accompagné et qu'on a des accompagnants un peu véreux, comme on dit beaucoup des agents immobiliers, moi je suis obligée de le dire, parce que je vois bien qu'il y a des gens qui sont agents immobiliers du jour au lendemain. Oui, c'est ça, ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de formation et ils cherchent des biens, ils les revendent. Donc j'en ai beaucoup qui viennent me voir dans mon commerce. Mais maintenant, je sais que les PV d'AG, je sais les lire, les solives cassées, c'est sans moi, les toitures à refaire, plein de choses comme ça que j'ai apprises vraiment parce que j'ai été accompagnée. Il y a des papiers qu'on m'a fait signer, vous m'aviez dit, c'est pas grave, on s'en fout, ça vaut rien. Et d'autres, on m'a dit, ça, faut pas signer. Donc je sais qu'à chaque fois, moi, j'ai remis mon destin dans vos mains et sans rémunération aucune. Je tiens à le dire et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que merci. Je vous en prie. Alors, en fait, moi, c'était naturel de vous aider. Et ce que j'ai aimé, c'était votre courage. Puisque en fait, on est deux. En fait, moi, je suis le capitaine, mais il faut que les passagers m'aident aussi. Et j'ai ramé. Et donc, il y avait du découragement, mais il y avait toujours une solution. Et vous rebondissiez tout de suite. C'était bien de travailler en équipe, en fait. Ouais, mais la solution, c'était vous. Moi, j'arrivais avec un nouveau problème. Christophe, il disait, on lâche rien. De toute façon, jusqu'à la fin, on va trouver des solutions, on va le vendre. Ouais. Et moi, j'étais d'accord. Donc, et en fait, moi, le problème, j'avais le vendeur, l'acquéreur qui voulait aussi rentrer dans les lieux et qui voulait absolument que ça marche et que je ne pouvais pas. Il venait me voir, il ne comprenait pas toute cette histoire. Au milieu de tout le monde, quoi. Ouais. Mais c'est une belle aventure puisqu'on a réussi. Et puis votre maman, comment elle va maintenant? Elle va super bien. Elle va de mieux en mieux même, j'ai envie de dire. Donc on l'a complètement... reconstruite parce que moi je voulais qu'elle ait une fin de vie, entre guillemets, elle est loin d'être en fin de vie, mais qu'elle ait une vie calme, paisible, où on s'occupe d'elle. Donc voilà, c'est compliqué de payer une maison de retraite tous les jours, ça restera toujours compliqué parce qu'un bien immobilier ça suffit pas, mais on m'avait conseillé de le vendre, ce bien, et de ne pas investir avec. Et de payer tous les mois une maison de retraite. Vous auriez perdu tout. Sauf que ma mère, elle avait que 63 ans à l'époque, elle a 73 ans aujourd'hui. Donc c'est fabuleux l'idée, vous avez à la fois le bien et à la fois vous avez des revenus. Heureusement que j'ai racheté un bien. Parce que c'est vous qui avez eu la force de le faire aussi. C'est compliqué, j'avoue que acheter, vendre, je sais pas si je le referais. Maintenant je m'angoisse moins, je me dis au pire je vais acheter. C'est un lapsus. Je vais appeler Christophe et il va me dire dans le PV. Non, parce que moi je trouve que ça devrait être payant vos services. Non, nous en fait on est payé qu'au résultat. C'est un métier. Non, je parle des conseils comme je Non, sais que... on peut pas. On peut pas. Pour moi, déontologiquement, on rend service, on offre. Et un jour ça aboutit, un jour si vous voulez. Non, mais moi si j'étais par exemple à Nice, comme là ça va être sur YouTube, à Nice, à Marseille, à Lille, j'aimerais avoir un conseil comme vous
qui pourrait pas intervenir sur mes achats, mais qui pourrait me conseiller en amont, parce que je me rappelle qu'à un moment donné, c'est vous qui m'avez tout drivé de ce que je pouvais signer, ce que je pouvais pas signer, à quel moment je pouvais me rétracter, et donc moi j'ai tout suivi et c'était confortable et j'aurais été prête à payer pour ça. D'accord, il faudra que je fasse une... Faudra y réfléchir. Conseil, mais bon, je vous le dis, pour moi, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est d'aider les gens jusqu'au bout. Je le fais naturellement. Et un jour, quand vous aurez une amie sur Nanterre qui veut vendre, on ne sait jamais, et vous direz, lui il m'a tellement bien aidé, va voir Christophe. Non mais c'est évident, comme Thomas l'a fait pour moi. Ah oui, et Thomas nous a bien aidé pour le déménagement, il était formidable, et depuis je l'ai fait travailler. En fait, il est déménageur. Je lui ai donné des clients qui sont ravis, et en fait ça forme une petite équipe, puisque tout le monde est content et on travaille avec un souci du résultat et de la qualité du travail. Voilà. Un vrai accompagnement. Alors, moi, ce que je suis surpris, c'est que là, je suis dans le salon de Ève, parce qu'elle se fait appeler Ève sur les réseaux sociaux. Et ma question, c'était de savoir, moi j'ai choisi agent immobilier, c'est un parcours de vie, c'est un chemin, c'était pour avoir une situation, et puis petit à petit, j'ai pris goût. Par contre, vous, c'est quoi qui a déclenché le fait que vous vouliez être coiffeuse? Moi, c'est tout simple. J'ai été loupée très jeune, mais bien loupée. On m'a loupé mes cheveux. Ah, d'accord. Ouais, j'ai passé 6 mois de déprime. Wow. Mais de déprime vraie. Hein. Parce que c'était une permanente où on m'avait brûlé tous mes cheveux. Et je ressemblais à Michael Jackson, ou comme je dis souvent au chien de ma mère, qui était un caniche noir. Et c'était juste à l'intérieur de moi, humainement, à l'école, parce que j'étais à l'école, à vivre. Ça a été, je voulais plus sortir, donc très dur. Donc c'est comme ça que je suis devenue... c'est comme ça que je me suis dit, moi je veux pas que ça arrive à d'autres. Et après il y a 2-3 autres circonstances, c'est qu'une des bonnes amies de ma mère était coiffeuse, donc j'allais souvent dans le salon. Ça vous a plu beaucoup? Et l'ambiance, l'odeur des lacs, le côté intimiste, où les gens se parlent entre eux comme ça me plaisait. Et puis comme j'avais un besoin d'être indépendante vite, quand on grandit à Nanterre, on sait que c'est pas toujours simple, la vie, l'école, je comprenais rien. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucun côté pragmatique dans ce qu'on m'enseignait. Du coup, moi, je voulais du concret, donc j'ai commencé par faire les marchés. Ah ouais? Ouais, j'ai vendu de la fripe à 1 euro. Sur les marchés de Nanterre ou sur les marchés de Nanterre, d'ailleurs, je parle assez bien l'arabe. Hein. Ah bon? Ouais. Donc ça étonne toujours les gens, ça. Mais moi j'ai évolué avec des amies maghrébines, tout ça, à qui j'ai appris le français d'ailleurs très, très tôt. Et donc c'est venu naturellement aider les gens par l'image, on aide beaucoup les gens. Donc ça m'a permis en fait d'aider les gens avec un art, quelque chose qui soit dans le concret. D'accord. Ouais. Alors les nouvelles technologies sont en train de révolutionner tous les métiers. Ouais. Alors le nôtre, agent immobilier, on est dans le savoir-faire, mais on doit le faire savoir. En plus. Et donc, c'est des métiers différents, mais si on ne fait pas savoir, on n'arrivera pas à aider les gens. Alors, ce que je voulais savoir, vous, la nouvelle technologie, alors, ceux qui ne savent pas, c'est que Ève, elle a une chaîne YouTube incroyable, elle a 1000 ou 1200 abonnés. Plus de 1000 abonnés sur YouTube, c'est très difficile. Donc là, ça va exploser les compteurs puisque... c'est surtout que moi, je parle que de la coiffure. Oui. Donc je suis vraiment dans une niche. Oui, mais quand même. Alors moi, ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez des retours positifs ou négatifs par rapport à votre chaîne YouTube quand vous diffusez du contenu? Est-ce que vous avez du négatif ou des positifs ou que du positif? Non, on a de tout toujours parce que les gens sont anonymes sur les réseaux. Oui. Donc c'est facile de dire « Ah, la coupe, elle est pourrie ». Parce que moi, j'ai accompagné les gens quand on était confinés. Oui. D'ailleurs, j'ai fait Laurent Ruquier, les grosses têtes, j'ai fait Morandini, j'ai fait France 2, France 3, Europe 1. Enfin, j'ai répondu, j'ai dit que moi, je ne laisserais pas tomber mes clients. Et donc, j'ai posté des vidéos de comment couper les cheveux. D'accord. Donc forcément, quand on fait ça, la concurrence, elle n'aime pas trop qu'on montre ce qu'on sait faire. Oui. Mais moi, j'ai atteint 100 000 vues dès la première semaine sur une vidéo où je montrais comment couper les cheveux à son compagnon. Oui. Parce que les gens étaient chez eux avec des cheveux longs, désœuvrés, donc ils sont au moins rentrés un peu dans notre métier.
Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des chaînes de télévision comme FR3, Antenne 2, les radios sont venues ici dans votre salon? Oui. En fait, quand on est visible sur les réseaux, il faut savoir que les journalistes aujourd'hui ne savent plus trop, eux non plus, où trouver l'info. Donc ils vont là où il y a de la lumière. D'accord. Et donc comme j'ai une chaîne YouTube qui a de la lumière, voilà, ils ont pris contact avec moi comme ça pour connaître mon positionnement par rapport à la réouverture. Alors là, c'est aussi énorme parce que moi, j'ai annoncé que je prenais beaucoup plus cher à la réouverture pour pallier les 2 mois de perte de chiffre d'affaires. D'accord. Et juste derrière moi, donc ils ont coupé plein de choses que j'ai dites, mais je savais qu'ils feraient ça. Et juste derrière moi, ils ont posté un coiffeur qui donnait tout, qui faisait tout gratuit. Donc c'était pas bien. Si, moi j'ai plein de coiffeurs qui sont rentrés à mon contact et qui m'ont dit merci Ève, au lieu de prendre 2 € de kit, je vais prendre 5 €. Parce que nous, on a perdu 2 mois, 2 mois de perte sèche, de charges, ça, on n'en parle pas assez. Oui, et il n'y a pas eu des aides de l'État? Pas grand-chose. Tu as un salaire de 1 500 €, oui. Voilà, c'est super. Quand tu as 6 000 € de charges par mois, 1 500 € qui ne tombent même pas sur ton compte perso. Je veux dire, après, voilà, il y en a d'autres qui ont d'autres choses. Il y a eu quelque chose comme une plus grosse aide au mois de novembre. Mais novembre, on est rendu combien de mois après tout ça? Après, on a eu le droit de prendre un prêt que là maintenant on nous demande de rembourser. Oh waouh! Je veux dire, oui, non, ça change. Donc les gens ne se rendent pas compte, on s'est endetté de folie, quoi. Donc, malgré tout, je trouve que vous avez une forme de positivité. Vous êtes joyeuse, comme si ça ne vous atteint pas plus que ça. C'est ma définition. C'est vrai. Je m'appelle Ève. Ah oui. Donc Ève, elle peut pas baisser les bras, Ève. Oui, surtout qu'elle a fait un parcours du combattant pour sa maman, pour rendre son appartement, elle a gagné toutes les étapes. C'est ça. Non, et puis après j'en ai fait plein d'autres. Pendant le confinement, je suis devenue allergique aux produits que j'utilisais. Donc j'ai dû faire un virage à 360 degrés. Maintenant, j'utilise plus que du végétal, du bio, parce que je suis devenue allergique même au parfum. Donc tout ça, on le rajoute pendant une période où on ne peut pas travailler. C'est juste, je dis, là, je vais pas y arriver. Aidez-moi. Ouais. Aidez-moi. Et on t'aide. Et alors, je reviens à la digitalisation. Vous faites du contenu vous-même? Comment ça se passe? Tous les jours, vous faites quelque chose? Alors en fait, moi, j'ai commencé dans le premier confinement. Je me suis dit, ok, je ne peux pas sortir de chez moi. Bon, je vais ouvrir la fenêtre de la visibilité. Et j'ai cassé les pieds à tout le monde tous les jours. C'est-à-dire que je postais une vidéo tous les jours. Ève à la piscine, alors on n'avait pas le droit. Ève dans les bois, alors on n'avait pas le droit. Ève. Et puis c'est comme ça qu'on m'a repérée. Et donc aujourd'hui, je suis devenue formatrice parce que pendant ce confinement, j'ai travaillé sur une technique de compréhension rapide du client que j'ai inventée. Wow. Donc j'ai écrit et je l'ai écrit directement en digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse même pas tellement de le faire en physique. Donc je peux, parce que c'est une technique de communication qui repose sur l'étude de la neuropsychologie, l'étude des codes sociaux, reliée à l'intuition, tac, on capte le client super vite comme ça. Donc ensuite j'ai été repérée par des revendeurs, des promoteurs de formation. Donc j'ai formé 53 coiffeurs dans le second confinement. Voilà, et après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai filmé les interviews que j'avais commencé de filmer. J'ai écrit des articles et la presse professionnelle est entrée en contact avec moi et donc me relaye tous les mois mes interviews filmées. J'écris les articles, elles sont en version papier. Les deux à la fois? Ouais, donc je pense que si je vais à la boîte aux lettres, il y a le numéro 89 qui est sorti avec le dernier qui s'appelle Rodolphe que j'ai interviewé. Donc j'écris ce que je veux. Vous avez une liberté? Ah oui, totale. C'est ma condition. Ouais. C'est que je veux pas revendre des choses. Je veux juste entendre le parcours d'entrepreneurs comme moi, parce que quand on est entrepreneur, il n'y a pas d'école sur l'entrepreneuriat, il n'y a aucune école. Ouais. Quand on ne fait pas HEC, quand on ne fait pas des grandes écoles, et qu'on se monte comme ça en tant qu'artisan, on apprend tout sur le terrain. Donc j'ai ouvert sur ma chaîne une playlist entrepreneur. D'accord. Et je donne un peu des conseils que j'aurais aimé moi recevoir. Donc à chaque fois, c'est fait en tout petit, c'est fait à mon niveau. Oui, mais très pratique en fait. Pratique, voilà. Avec vous, ça a été pratique. Moi, j'essaie d'être pratique dans mon métier et après, ça suit son chemin, ça ouvre d'autres fenêtres.
et qui sait où est-ce qu'on va retrouver. Et le fait qu'il y a des grandes vedettes qui sont venues se coiffer dans votre salon, est-ce que ça monte le chiffre d'affaires ou c'est juste de l'image ou... En fait, moi, je peux communiquer dessus quand ils veulent bien, oui. Parce que c'est pas toujours. Ensuite, les marques qui me regardent, elles sont intéressées après pour avoir ces grandes vedettes. D'accord. Sauf que c'est non. C'est non négociable. Ah, oui. Les interviews que je fais avec elles, c'est parce qu'elles ont bien voulu me les donner à moi. Oui, voilà, donc voilà, j'aide des fois aussi à coécrire des livres. Là, je pense qu'il y en aura un prochainement qui va sortir peut-être dans lequel je serai. Mais en fait, c'est juste, je le fais sympathiquement. Par plaisir. Et puis ensuite, voilà, je me retrouve dans un livre en tant qu'experte coiffeuse. Mais moi, à l'origine, je ne l'ai pas du tout fait. Pour ça? Bah non. Et est-ce que vos concurrents des coiffeurs qui sont à côté de vous sont jaloux ou ils disent bravo? Alors, moi j'apprends par des coiffeurs qui travaillent chez moi qui ensuite travaillent des fois ailleurs, parce que d'ailleurs on me défend beaucoup. J'ai découvert depuis peu que j'ai du magnétisme dans mes mains. Ouais. Donc je me suis formée chez Arnaud Richard de Chicourt et ailleurs, et je l'ai fait écrire sur ma vitrine. Donc je sais juste qu'il y a des endroits où on dit en plus, elle a écrit qu'elle est énergéticienne. Donc voilà, je sais que les gens me regardent, mais moi je ne suis pas très au courant qu'ils me regardent. Oui, donc vous n'attachez pas d'importance au regard des autres, c'est ça? Non, ouais. Mais tout en étant exigeante pour faire la meilleure image de vous, c'est votre travail. En fait, l'audiovisuel, c'est un métier qui m'aurait plu, oui. Aussi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la coupe de cheveux de Hollande et de son coiffeur? Je pense qu'on lui a beaucoup foncé les cheveux. Hollande, il s'est fait avoir. Non, moi je dis bravo au coiffeur, bravo qui a réussi à lui prendre 3 000 € tous les mois. Respect, c'était le minimum. Enfin, je ne sais pas s'il ne prenait même pas plus. Mais pourquoi on devrait être coiffeur pas payé? Oui, c'est vrai. Bah attends, il y a des en coiffeurs plus, de stars il était coiffeur 24 heures sur 24, si j'ai bien compris. Non, 3 000 € c'est rien. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent dans le conseil. Moi, je dis toujours, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas parce qu'on a fait une grande école qu'on est doué. Et après, ils se font généralement travailler entre eux. Donc, ça fait qu'ils ont des salaires de dingue, juste parce qu'ils ont fait des écoles de dingue. Quand on n'a pas le parcours familial qui donne la possibilité de faire des grandes écoles ou des belles études, on peut se débrouiller autrement en étant coiffeur de star, en étant coiffeur pour le cinéma, il y a plein de palettes dans le métier de coiffeur. Ouais. Et alors pourquoi nous, on devrait être cantonné à 1 200 € par mois? Ah oui. Je ne comprends pas. Et est-ce que votre opinion, bon ça c'est difficile à dire, l'histoire du Covid, est-ce que vous y croyez, votre maman, quand vous allez la voir, est-ce que vous prenez toutes les précautions? Ma mère, elle est en maison de retraite, donc déjà, j'ai pas pu la voir pendant 1 an. Ça a posé quand même des gros problèmes, parce que les équipes soignantes, elles se relâchaient quand même un peu. Et quand j'ai pu remonter dans sa chambre, je peux dire que l'odeur, tout ce qu'il y avait à jeter... C'était relâche. Et c'est une très bonne maison de retraite. Et j'habite à 200 mètres. Donc j'imagine les gens perdus au fin fond de je sais pas où, avec des parents qui ne peuvent pas venir. Donc ma mère, si là elle ne se fait pas vacciner, elle ne pourra pas, par exemple, accéder aux activités. Ma mère, elle a une sclérose en plaques suite éventuellement à un vaccin. Donc vous ne voulez pas qu'elle se fasse vacciner? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a déjà une étape comme ça, oui, c'est très dur. Bon, donc là, j'ai demandé qu'on attende un peu. Est-ce qu'elle peut faire les activités avec un masque? Après, je viens d'apprendre aujourd'hui que j'ai une autre amie qui a le Covid-19. Là, bon, elle a été très fatiguée pendant 3 semaines. Un autre ami qui l'a eu aussi. J'ai personne qui est mort. Je trouve qu'on arrête quand même toute la vie de tout le monde. Je coiffe des médecins qui m'expliquent qu'une personne sur 2 va mal, que les anxiolytiques, les antidépresseurs, là on a ouvert la vanne, on peut les distribuer à tout le monde. Et elle, par exemple, elle ne comprend pas qu'on laisse les gens chez eux avec du Doliprane. Elle ne comprend pas qu'on ne traite pas. Elle traite en tant que médecin. D'accord, oui, il n'y a pas de mesures pour la santé, il n'y a que des mesures de prévention, c'est ça? Prévention même pas, parce qu'elle dit vitamine D, zinc, vitamine C. Ravensar sur les avant-bras et sur la figure. Donc tout ça, c'est dit nulle part. Et c'est vrai que si on appelle, on dit qu'on est malade,
Doliprane, elle ne comprend pas. C'est l'antidouleur. Pour elle, il y a un vrai traitement qui existe, qui est très décrié, qui a été un peu interdit un premier temps. C'est pas cher. Oui, c'est naturel. Voilà, elle m'a expliqué qu'il y a une dose qui est sortie là, à 1 500 € la dose. On va en entendre parler. D'accord. Tant qu'ils remboursent tout ça, à la finale, c'est nous. Ouais. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais voilà, je crois que là, on a atteint des sommets où personne ne comprend pas. Oui, même ceux qui disent ce qu'il faut faire, ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils disent, puisqu'ils disent que le masque, il ne faut pas le porter au début, après ils disent qu'il faut le porter. Et puis là, maintenant, on peut de nouveau aller se balader à l'extérieur. Sur 10 km, d'ailleurs j'ai mis 10 km. Oui, vous êtes pile poil dans les 10 km, mais moi je trouve que c'est très invalidant. Ma mère serait encore chez elle en ce moment-là. Ouais. Comment j'aurais fait? Puisqu'on est dans les 10 km et qu'avant on n'avait qu'1 kilomètre. Ouais, elle serait morte chez elle, très sérieusement. Donc c'est n'importe quoi. Pour faire rentrer dans les maisons de retraite, comment on fait? Il y a des visites médicales. Là, je ne peux pas sortir ma mère d'où elle est. Je ne peux pas lui faire un tour dans la ville. Alors qu'on préconise qu'il faut aller dehors pour... Enfin voilà, donc c'est... No comment là-dessus. Chacun a sa position. Moi je dis pas que ça n'existe pas du tout. Je dis qu'il faut faire attention. Je dis qu'ici au salon, on respecte bien tout. Il y a du gel. Les coiffeurs se lavent les mains quand même au moins 24 fois par jour. Donc on est une des professions où les mains sont le plus lavées. Ensuite, le port du masque, tout le monde le porte. Donc, après, être dans l'ultra peur en permanence, je crois qu'il va falloir apprendre à vivre avec ou apprendre alors à vivre avec tout un tas de vaccins dont on ne connaît pas les suites. En tous les cas, sur ma mère, je sais qu'elle a une sclérose en plaques suite à un vaccin. Donc forcément, dans ma tête, il se passe quand même des réflexions qui sont avec moi-même. Comme dit l'infirmière, vous prenez votre décision, quelle qu'elle soit, je la comprendrai. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour cette interview? On est passé de l'agent immobilier à la coiffure et ensuite on est passé au vaccin. Ouais. Donc on a été un peu dans tous les sens, mais c'est la vie. Ouais. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour conclure ce joli interview? Ouais. Moi j'espère qu'on reverra Christophe. J'espère qu'il interviendra après dans des grandes écoles. Pourquoi pas de commerce. Je fonctionne à l'intuition beaucoup, on le sait, c'est ma spécialité. Donc je pense que si Christophe il se laisse porter, il ira ensuite porter la bonne parole. Je le vois bien sur une estrade, dans une école. Je ne sais pas si à Nanterre il y a une école de commerce. Il y a une université, mais je ne pense pas qu'il y ait une école. Si, il y a une école de commerce, peut-être. Là, je suis pas de... Ouais, non, mais je sais. Moi, je dis le mot de la fin, c'est je pense qu'on reverra Christophe ailleurs que là où il imagine aujourd'hui. Voilà. On va voir. Non, mais plutôt sur agent immobilier, parce que ça, c'est une mission de vie, mais après, pour transmettre. Oui. Voilà. C'est vrai que j'aime bien transmettre. Là, je forme une jeune fille qui s'appelle Pam, qui devait venir ici, mais ses parents ont eu le Covid. Voilà. Et donc, elle n'a pas pu venir nous filmer, donc on filme en statique. Oui. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose, mais j'espère que oui. Et c'est vrai que j'aime bien donner l'info, qu'elle comprenne la même chose que moi et traduire. Et en fait, mon métier, je suis tombé dans plein de trous et en fait pour pas que les gens tombent dans les trous, je leur donne juste les solutions et pour réussir. Et c'est un métier global en fait. Il faut connaître en même temps ce que le vendeur veut, l'acquéreur, le notaire ce qu'il peut faire, le juge et en fait il faut donner la solution pour tous en même temps, au même instant. Sinon on ne réussit pas. Et nous, dans notre métier, quand vous faites une belle coupe, si vous ratez un cheveu, nous, on doit faire pas 20 sur 20, on doit faire 21 sur 20. Parce que si on fait 20 sur 20, il y a quelqu'un qui va faire 21 sur 20 qui va prendre l'affaire. Donc, moi, j'ai appris. Et puis, il faut savoir perdre et accepter parfois l'impossible qu'on ne peut pas réussir. Moi, je dis que là, il faut être humble, de dire voilà, on a tout fait. Par contre, en termes d'agent immobilier, c'est compliqué de trouver quelqu'un de plus pointu et en termes de connaissances plus spécialisé que vous. J'en ai vu depuis, parce que j'ai racheté. D'accord. J'en coiffe quand même pas mal aussi.
Moi, je préfère qu'on s'arrête là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas plus haut. Enfin, j'ai pas. Bon, merci. C'est pas pour l'ego, hein, Oui, c'est pour tout ce que ça m'a apporté, tout ce que ça m'a aidé, tout ce que ça m'a sauvé, tout ce que ça m'a dépatouillé, que j'étais quand même dans une espèce de boue un peu noirâtre là et que ça m'a mise au-dessus dans une mare à peu près acceptable. Voilà. Et alors, moi, je suis curieux. Vous m'aviez dit que vous allez écrire un livre. Il écrit le livre en fait. Il est déjà écrit. Il est écrit depuis longtemps. Il faut que je le reprenne parce qu'il est trop gros. Il est trop gros et j'aurais tellement de chapitres à réécrire, mais j'y pense là, de reprendre. Alors, est-ce que je figurerai dans le livre dans un petit chapitre? Bah forcément que si j'écris la suite, il y aura forcément un chapitre revente du bien de ma mère, hein, ouais. C'est sûr. Bon les amis, je vous dis à bientôt. Ève est formidable, elle reste distante, elle aime son métier comme moi j'aime le mien. Alors on ne fait pas le même métier, mais on a quelque chose en commun, on aime aider et faire réussir les choses. Ouais. Hein, et tant que c'est pas non, on dit que ça sera oui pour une vente. Oui, voilà. Allez, ciao. Ciao. À bientôt. Au revoir. Ah, je reviens. Regardez-la bien. Aujourd'hui, elle a 2 fois 20 ans. C'est son anniversaire, le 22 mars. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, c'est symbolique. Oh là là. C'est symbolique. Alors déjà, il y a un lingot d'or. Voilà, le lingot d'or pour la maman et la jeune fille. Quelques chocolats. C'est super gentil. C'est symbolique. C'est super gentil. Bah, moi, je veux bien les lingots d'or. Oui. Et les chocolats. Je prends les deux. Ça va. Bah, merci beaucoup, Christophe. Allez, je t'en prie.